Bon bah Sonia, je suis ravi en tout cas de te voir. Merci à toi, moi aussi je suis ravie. Et merci en tout cas d'avoir accepté ma proposition d'interview. Merci. Donc Sonia, est-ce que justement tu peux te présenter pour nos internautes? Alors, donc, je suis présidente fondatrice de la fondation Legacy Forum. J'ai un parcours de 15 ans dans le consulting pour différentes fondations, associations à travers le monde où j'ai travaillé sur l'organisation d'événements, sur les connexions en fait. Vraiment, le monde est un terrain de jeu et de connecter, de créer des ponts entre les fondations, les institutions, les gouvernements, les associations locales en fait pour élever des projets et créer des projets humanitaires. Alors moi, la question que je vais te poser, c'est quels ont été les éléments déclencheurs de ta passion, de ta mission pour l'environnement? Donc en fait cette passion, je pense, si on remonte à très longtemps, c'était quand j'étais enfant, où j'ai une maman qui est très curieuse, qui soutient de nombreuses causes, qui m'a donné cette envie en fait d'aider et de comprendre qu'il n'y a que la solidarité en fait qui peut œuvrer pour changer les choses. Et puis il y a eu cet élément vraiment déclencheur en 2019 où je suis partie vivre au Panama. Et je me suis retrouvée à vivre avec la dernière communauté indigène des Caraïbes qui s'appelle les Kuna, donc qui sont dans une comarca entre la Colombie et le Panama. 375 îles paradisiaques. C'est une comarca dirigée par des femmes, donc société matriarcale. Donc les femmes sont propriétaires terriennes, les hommes font le ménage, la cuisine. Et j'ai vécu avec eux. Et ces îles en fait qui sont paradisiaques, vivent en harmonie avec la nature. Il n'y a pas d'électricité, ce sont des panneaux solaires. Ils vivent de la pêche, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas internet. Et en fait, donc ils n'émettent pas de pollution d'eux-mêmes. Les bateaux sont interdits, c'est vraiment une réserve naturelle. Et quand on vit là-bas en immersion, finalement, on voit les îles en fait se creuser. On voit les palmiers tomber. Et puis là, on se pose des questions, on se dit mais comment ça se fait? Donc on pose des questions aux habitants et ils vous expliquent en fait que dans moins de 10 ans, donc ça c'était en 2019, donc maintenant dans moins de 7-6 ans, en fait, ces îles vont être submergées par les eaux. Donc, en fait, dû à la montée des eaux, changement climatique, réchauffement climatique, et aussi ils sont ravagés par le plastique. Et là, en fait, on se pose des questions. Ça nous amène à nous poser des questions. On se dit comment un peuple, une communauté qui vit en harmonie avec la nature, en fait, se retrouve à être prochainement des réfugiés climatiques. Comment ils vont protéger leur patrimoine, leurs valeurs, leur culture ancestrale, comment ils vont transmettre, sachant qu'ils vont passer de personnes qui vivent sur l'eau à des personnes qui vivent sur le continent, sur la terre. Donc ils vont devoir changer leur mode de vie. Et là en fait on se dit, c'est injuste. C'est injuste. Pourquoi des personnes qui sont comme ça en harmonie avec la nature, d'un seul coup vont devoir se retrouver à eux changer nous, à notre mode de vie, puisque c'est nous. Et là donc je me suis dit, il faut faire quelque chose, il faut passer à l'action. Donc j'ai créé cette fondation justement qui protège et transmet l'héritage des communautés indigènes à travers le monde. Parce qu'en fait, il y a une ligne très très fine et tellement simple. En fait, ces communautés indigènes, c'est 5% de la population mondiale, mais ils protègent 80% de la biodiversité. Donc quand on comprend ça, en fait, on se rend compte que protéger les communautés indigènes, c'est protéger la terre, et protéger la terre, c'est protéger l'humanité. Donc en fait, vraiment d'éveiller cette curiosité au grand public pour qu'ils aient envie de les protéger, passer à l'action et de comprendre que ces communautés indigènes, même s'ils peuvent être lointaines, elles peuvent être en Amazonie, elles peuvent être en Namibie, elles peuvent être en Australie avec les aborigènes, ces communautés protègent la terre et donc il faut faire même des petites actions pour être solidaires. Donc voilà. Alors j'ai vu que les deux mantras c'est Legacy et conscience. Oui, Legacy et conscience, l'héritage et la conscience, exactement. Pourquoi ces deux? Pourquoi les deux? Parce que moi j'ai pris mon expérience personnelle d'enfant et en fait nous on éveille la curiosité à travers l'art en fait. On travaille sur l'art avec les communautés. Qu'est-ce que l'art? L'art c'est la culture, ça va être l'artisanat, ça va être aussi du street art, ça va donc de travailler à travers l'art tangible. Ça va être l'artisanat, ça va être la linguistique, ça va être les écrits. Et donc on éveille la curiosité donc en transmettant en fait cet art à travers le monde, en le diffusant. Et lorsqu'on est curieux, en fait on a envie de comprendre. Donc on organise des conférences, on travaille avec des forums en fait pour pouvoir éveiller cette conscience en fait. Et lorsque l'on comprend, en fait ça donne naissance au respect. Et le respect donne naissance à l'action. On a envie de se dire mais attends, mais il faut que je peux faire quelque chose, je peux aider, il faut faire quelque chose.
Et donc voilà, et comme on est dans un moment en fait où il y a je pense qu'il y a un vrai éveil de la conscience internationale. Pourquoi ? Parce que tout simplement, avant, lorsque l'on pensait réchauffement climatique, etc., j'étais dit non, mais c'est pas ici, c'est loin. Et on connaît l'humain tant que ça ne nous touche pas. Nous, personnellement, on a du mal à concevoir que ça va arriver. Alors que les scientifiques nous alarment quand même depuis des décennies maintenant sur ça. Donc, c'est vrai que j'ai perdu le fil conducteur. Ça me fait penser, tu vois, à un incendie qui s'est passé aux États-Unis, enfin non, c'est pas aux États-Unis, au nord des États-Unis, enfin bref, et ça traversait des kilomètres et des kilomètres, et du coup il y a une fumée, enfin c'était rouge quoi, le ciel était rouge. Ouais. Les gens se disent, ah purée, c'est ça. D'où ça vient, mais en fait ça vient du fin fond, et en fait c'est là que tu comprends que tout est dit quoi. Tout est dit. Ben, c'est Don't Look Up en fait, c'est le film Don't Look Up avec Leonardo DiCaprio, où ils alarment en fait sur un astéroïde et personne ne les prend au sérieux jusqu'au moment où on voit l'astéroïde arriver sur Terre. La question est-ce que ce sera trop tard, tu vois, à ce moment-là quoi. Ben, question compliquée. Hein. Question compliquée parce qu'on arrive à des points de non-retour pour beaucoup de choses. On parle de 1 milliard de réfugiés climatiques. Comment gérer cette crise climatique ? C'est aussi les réfugiés, c'est aussi l'humain, des côtes qui vont être submergées par la montée des eaux. On arrive à un moment où non, il y aura... Je pense que la chose, c'est que la Terre s'en remettra. Est-ce que nous, on se remettra en tant qu'humains ? Est-ce que nous, on va supporter de vivre sous 50 degrés ? Est-ce que nous, on va supporter de... Et c'est là où est la question, en fait, vraiment. C'est parce que la Terre, elle va se régénérer. Elle est là depuis des millénaires et millénaires et millénaires. Mais l'humain, nous ne sommes pas insubmersibles. Hein. Donc, après, c'est vrai que là, il y a une conscience internationale qui naît. C'est parce que le réchauffement climatique, on le voit, il est là. C'est-à-dire que lorsqu'on ouvre sa fenêtre et qu'on sent la chaleur, parce qu'il fait 40 degrés déjà, je ne sais pas, à 10 h du matin et qu'on ne peut pas sortir de chez soi parce que le soleil commence à brûler, lorsque l'on ouvre sa porte et qu'on voit les rues ravagées, qu'on soit allemand, qu'on soit anglais, français, suédois, et que les rues sont ravagées en fait, par la montée des eaux et qu'on se retrouve avec des inondations, en fait, le réchauffement climatique est là. Il frappe à notre porte. Et donc là, l'humain le voit et en fait se dit qu'est-ce que je peux faire, est-ce qu'on n'a pas été trop loin, donc je pense réellement que chacun a des petits gestes à faire en fait, mais je pense que les gens sont perdus. On leur dit il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, mais ils ne trouvent pas en fait que toutes ces actions en fait aient du sens, parce qu'ils ont des exemples des gouvernements ou des grands PDG qui finalement disent ça mais ne le font pas. Donc c'est la théorie du passager clandestin en fait de McLuhan, qui est un livre qui s'appelle Le village planétaire, qui est sorti, je l'ai lu quand j'avais 18 ans, j'en ai 40 aujourd'hui, et j'étais au lycée à cette époque, et ce livre m'a vraiment, pas perturbée, mais c'est la théorie du passager clandestin. Et par exemple, on va prendre une question, lorsque tu te laves les dents, est-ce que tu fermes le robinet d'eau ? Je pose la question. Alors là, tu vas sûrement me dire oui, mais si tu me dis non, moi je vais te dire pourquoi. Et là, la plupart des personnes vont dire à quoi ça sert ? Qu'est-ce que ça change ? Et c'est là où si tu as une personne qui réfléchit comme ça, ok, ça ne change rien. Si tu as 1 milliard de personnes, ça change la donne sur l'eau. Et ça s'appelle la théorie du passager clandestin. Donc en fait, juste chaque personne doit prendre conscience en fait qu'il a la possibilité d'agir par des petites actions. Et que si chacun réagit comme ça, en fait, on a tous au creux de la main en fait une pierre. Vraiment pour créer un mur de solidarité. Et il n'y a qu'en étant solidaire, en fait, vraiment qu'on va pouvoir faire bouger les lignes. Mais ça, c'est de la conscience individuelle qui sera une conscience internationale. Est-ce que tu as un message pour la jeunesse, celles et ceux qui veulent comme toi, se lancer ? Mais je crois que la jeunesse a plus un message que nous, maintenant, à donner. C'est ça qui est fabuleux. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants, avec les next generation, comme on dit. Et ils sont incroyables parce qu'ils ont un éveil, beaucoup plus que nous, adultes, parfois, sur le climat, sur les petites actions à faire. Et c'est eux, en fait, qui vont aller éduquer les parents, en fait. Et ça, c'est ça qui est assez hallucinant, c'est cet éveil qu'ils peuvent avoir, cette conscience, et c'est assez fabuleux. Mais oui, si j'ai un conseil à leur donner, c'est juste d'être dans l'action.
Il n'y a que l'action qui compte en fait. C'est beau de parler, c'est beau d'imaginer, mais il n'y a que l'action qui change les choses. Et la solidarité. Alors comment font les gens pour t'aider, enfin, la fondation? Tu cherches quelque chose, des fonds, des partenariats? On recherche, oui. On recherche des fonds. On a 2 projets. On a un projet, là, on reconstruit en fait le musée, le musée Cuna, donc la communauté dont je vous parlais, justement au Panama. Ce musée qui est sur une des îles, la Isla de la Comunidad, a son toit qui est dévasté par les pluies diluviennes dues au réchauffement climatique. Le gouvernement ne fait pas son travail, malheureusement, ne soutient pas la reconstruction, ce qui fait qu'il pleut dans le musée. Donc l'art ancestral de cette communauté est en train de disparaître au fur et à mesure. Donc nous, on a pris l'initiative avec Plastique Odyssée, avec Simon Bernard. Nous partons au mois d'octobre pour reconstruire ce musée, le toit, en plastique, avec des tuiles en plastique recyclé. Donc on part, donc on commence le chantier le 20 octobre, voilà, avec aussi des entrepreneurs locaux, avec des matériaux sustainable. Et le but en fait est d'en faire un endroit, ce musée, qui va tenir avec le temps, même s'il va y avoir par rapport au réchauffement climatique, des choses, etc. Il faut que cette identité ancestrale reste et perdure. C'est très important en fait. Et nous, on devrait s'inspirer de ces communautés. Parce que eux, en fait, ils ont appris une chose, c'est qu'ils prennent à la terre, mais ils savent redonner. Donc ils créent ce lien, en fait. Ils prennent, mais ils redonnent. Ils prennent, mais ils redonnent. Et nous, malheureusement, on ne fait que prendre. Que prendre. On prend et on détruit. Prendre, et on détruit. Ça perd. Et on détruit. Et ce lien invisible avec la terre, et on doit s'inspirer justement de ces communautés qui vivent en harmonie vraiment avec la nature, qui comprennent en fait que la nature, qu'on ne peut pas vivre sans la terre, sans la nature. Et c'est vrai que beaucoup de personnes aiment détruire. Alors nous, on est là avec le Legacy Forum, on est là pour reconstruire, justement, main dans la main. La vie est semée de rencontres, hein, parce que tout seul, on ne peut pas faire grand-chose, hein, on a besoin des autres. Toi, quelles ont été j'imagine que tu en as plein, mais des rencontres qui t'ont marqué? Donc j'ai fait une très belle rencontre avec le docteur Mukwege qui a créé la fondation Panzi au Congo, prix Nobel de la paix en 2018. Je l'ai rencontré, je crois que c'était en 2016. Et là, un vrai coup de cœur parce que c'est un homme incroyable qui se bat vraiment, qui a dénoncé que les femmes étaient utilisées comme armes de guerre entre le Rwanda et le Congo. Il y a un documentaire magnifique sur Netflix qui s'appelle City of Joy, que je recommande, vraiment qui explique le travail de toute l'équipe du docteur Mukwege. Et c'est ce que dit le docteur Mukwege, c'est que lui, son travail, c'est d'être gynécologue. Donc il opère, il répare les femmes. Il y a eu un premier documentaire qui s'appelait L'homme qui répare les femmes, sublime documentaire, très dur, mais c'est la réalité des choses, de ce qui se passe. Et il dit, moi mon travail c'est d'être à l'hôpital, c'est de soigner les femmes, de les réparer, mais je dois partir de cet hôpital pour aller dans le monde entier dénoncer ce qui se passe, pour avoir le soutien de la communauté internationale. Et c'est fabuleux parce que cet homme qui a été réfugié politique, parce qu'il était menacé de mort et son assistant a pris une balle lors d'une embuscade à sa place, parce qu'il dérange évidemment, il est parti en Belgique et réfugié politique, et les femmes au Congo qui n'avaient rien, mais qui voulaient que le docteur Mukwege, qui les protège, revienne, ont été vendre tout ce qu'elles avaient sur les marchés, des tomates, etc., pour pouvoir acheter un billet d'avion et l'envoyer au docteur Mukwege pour qu'il revienne au Congo. Et quand il a vu ça, il a dit « je ne peux pas les laisser ». Et il est reparti au Congo, alors malgré le fait qu'il soit menacé de mort, etc., il a dit « je ne peux pas ». Et cet homme, moi je trouve que c'est un exemple de courage, de bienveillance, de bonté et d'humilité. Pour moi, c'est une rockstar. Pour moi, il y a des personnes comme ça qui sont des rockstars. Alors bien sûr, il y a eu Mike Horn aussi, que j'ai rencontré, évidemment avec ses aventures incroyables, donc toujours des aventures, on écoute comme si on était au coin du feu, parce que c'est fabuleux. Il y a... j'ai fait une rencontre, j'ai rencontré dernièrement Raoni qui fait sa dernière tournée internationale. Il a 90 ans maintenant. Ah, c'est vraiment la dernière. C'est comment? C'est vraiment la dernière. Apparemment.
Mais bon, on ne sait jamais, parce qu'il a repris de l'énergie, il était très fatigué, mais il a repris de l'énergie avec cette tournée internationale. Et là, ça y est, il transmet à 2 personnes, dont un qui est son neveu, qui s'appelle Tapi, et avec une femme aussi qui vont voyager, qui vont faire la même chose que lui, voyager, raconter. Et ce sont des personnes extraordinaires parce que c'est derrière, en fait, il y a tout un combat. Il y a tout un combat qu'il mène. Je trouve ça assez fascinant de mettre en péril sa vie, de laisser tout de côté pour la cause, en fait, pour changer les choses. Ils ouvrent une voie, quelque part. Ils ouvrent une voie, oui. C'est de l'inspiration, ce sont des personnes d'inspiration. Mais, on est dans l'héritage, là, tu vois. On est dans l'héritage. On est dans l'héritage, c'est ça, on est dans l'héritage. Et je pense que ça doit être triste je pense qu'il a dû être très triste de voir le PL 490, donc là au Brésil justement, de l'Amazonie, parce que nous on avait travaillé justement au mois de septembre, la Commission européenne faisait passer, il y avait une loi qui souhaitait faire passer, c'était sur la non-importation de l'agriculture, de tout ce qui est viande, etc., issu de la déforestation, donc en parlant de l'Amazonie. Donc la loi est passée par la Commission européenne, Bolsonaro est parti, c'était quelques semaines plus tard. En revanche, il reste des bolsonaristes quand même au pouvoir, donc au gouvernement. Et là, ils ont fait voter une loi qui n'est pas passée encore au Sénat. Justement, c'est la PL 490 qui permet de redéterminer en fait les territoires indigènes en Amazonie pour l'agriculture. Donc, lorsque l'on parle d'agriculture, chez eux, ça va être le soja, le bois et la viande. Mais ce n'est pas pour nourrir les Brésiliens qui, eux, ils sont dans une famine depuis que Bolsonaro a été au pouvoir, ce qui est horrible, mais c'est pour l'exporter, pour gagner de l'argent. Donc, c'est pour ça quand je vois un Raoni qui se bat depuis toute sa vie pour la protection de la forêt, pour transmettre en fait son savoir, ce qui se passe sur ces terres, etc. Et de voir à 90 ans que les gens ne changent pas de mentalité. Donc on espère, on a fait pression, etc. On espère vraiment que cette loi ne passera pas, parce que sinon ça veut dire une délocalisation des communautés en Amazonie, c'est-à-dire déforestation. On sait que la forêt amazonienne, c'est quand même la seconde réserve d'eau douce dans le monde. Ça permet aussi de respirer, c'est comme le poumon de la Terre. En fait, il faut visualiser vraiment le monde comme un terrain de jeu, comme des points en fait, qui sont à relier. Donc de créer des ponts. Et moi j'ai vu des associations locales incroyables qui font du travail, des actions, mais concrètes sur le terrain, qui sont fabuleuses, mais qui sont isolées. Et le but, parce qu'elles n'ont pas les moyens donc elles n'ont pas les moyens d'avoir de la communication, donc elles n'ont pas les moyens d'avoir suffisamment de fonds. Mais ils y vont quand même. Ils creusent des puits, ils font des choses, ils font de l'irrigation de l'eau, ils soutiennent l'éducation des jeunes filles, l'Empower Woman. Mais elles sont isolées. Donc il faut qu'on arrive à comprendre il faut qu'on soit main dans la main en fait, tout simplement. Il faut être solidaire. Donc si toi tu as ce contact et que tu penses que cette personne peut aider une association où ça peut soutenir un projet, mais il faut y aller. Il faut vraiment mettre de côté l'ego, tout ce qui va être ego, pouvoir et argent au bout d'un moment, parce que c'est pas ça qui va nous sauver. Je pense que aussi tout est question de communication, tu vois, il y a des beaux, comme tu dis, il y a des beaux projets que j'ai vus d'ailleurs à Change Now que je connaissais pas du tout. Ouais. J'aime bien faire les petits stands souvent. Oui. C'est là que tu découvres des petites pépites. Ah oui. Et souvent c'est toujours les mêmes qui sont invités, que tu vois toujours, c'est bien, mais tout le temps c'est un peu... Oui. Il y en a plein qui font des choses mais on les voit jamais, quoi. Et puis souvent c'est ceux qui sont pas tant dans la lumière que ça. Ouais. C'est ceux qui restent dans l'ombre. Parce qu'ils sont tellement focus sur leur action, sur les actions, etc., que les projecteurs, c'est pas ce qui les intéresse. Oui. Mais il est vrai que parfois, il faut de la lumière pour pouvoir lever des fonds. Informer les citoyens aussi, tu vois. Les citoyens. Que ça existe, qu'il y a des projets comme ça qui existent, et c'est pour cette raison-là, tu vois. C'est pour ça que tu as des bénévoles qui sont... Heureusement qu'il y a les bénévoles qui aident. Ouais, c'est pour ça. Heureusement qu'il y a les bénévoles qui aident. Ouais. Alors après, il y a juste une chose qui me dérange de plus en plus, en tous les cas dans le bénévolat, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, pas la majorité, mais de nombreuses personnes prennent le bénévolat pour quelque chose en fait à la mode. C'est-à-dire que de faire partie d'une fondation, d'une association, c'est assez tendance, on se dit « oh là là, c'est cool, je fais quelque chose, etc. » Sauf que derrière, c'est du travail. Donc oui, bénévole veut dire pas de rémunération, mais qu'est-ce qu'un don finalement ? Un don, ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi un don de savoir-faire, ça peut être un don de temps. Et tout le monde
peut le faire. On a tous un petit moment qu'on peut avec un savoir-faire particulier que l'on pourrait, qui peut en fait soutenir. Et on ne se rend pas compte de cette chaîne que l'on peut créer de solidarité. Et moi, j'ai des exemples de personnes qui vont dans des orphelinats, qui prennent des photos avec les enfants, qui vont aider pendant un mois et qui n'y retourneront jamais, qui prennent juste des photos juste pour mettre sur leur Instagram, alors que derrière, il y a de l'humain, il y a du cœur, il y a des attentes de ces personnes. Et il faut juste faire attention à ça, en fait. Ne pas s'engager si on sait qu'on n'a pas envie, en fait, au fond de nous. Parce que l'engagement doit venir du cœur. L'engagement doit venir du cœur. Et je sais que pour les associations, quand on est des petites associations, moi c'est une petite association, les choses prennent du temps. Et on essaie de créer quelque chose et les gens ont des attentes derrière. Et en plus, c'est très décevant en fait, parce que nous, on a l'impression de décevoir les personnes à qui on a promis des choses. Donc ça, c'est vraiment... le bénévolat n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il faut le prendre au sérieux, avoir un engagement de cœur. On faut faire avec ce que l'on peut, son temps, ce que l'on peut, son savoir-faire, ce que l'on peut ou pas. Mais si on le fait, il faut le faire vraiment. Ça, c'est très important. Super. Dernière question, quelles sont les personnes que tu aimerais remercier, qui ont fait de toi ce que tu es? Alors déjà, j'aimerais remercier Audrey Tcherkov, qui est une de mes amies avec qui j'ai collaboré sur la fondation Positive Planète de Jacques Attali, qui est une personne extraordinaire, avec qui on a vraiment créé de très belles choses. Donc je la remercie de m'avoir soutenue et de me soutenir encore dans nos actions. Mon équipe, l'équipe qui est avec moi, qui a cru en le projet, qui a cru en la vision. Donc Jacques Berbéry, Pierre Meyer, Gigi et Perrine Leblond. Donc voilà, parce que c'est une équipe soudée, c'est une équipe qui croit en la vision, qui me soutiennent aussi. Et parfois, moi, je suis un petit peu dans mon monde et je me dis voilà, on pourrait faire ça. Et ils suivent parce qu'ils ont confiance. Et ça, c'est génial parce que c'est comme ça qu'on élève des choses. Et voilà, et puis après j'ai un super comité, Nicolas Fiedler avec qui je travaille beaucoup sur le Brésil, qui est brésilien, et avec qui on travaille beaucoup sur l'Amazonie, Better World Fund qui m'a donné aussi beaucoup de chance à venir parler avec National Geographic, etc. Donc, et puis ma maman, parce que c'est grâce à elle et puis c'est vraiment elle qui me dit parce que parfois on est désespéré, on se dit mais c'est pas possible, on va pas y arriver. Et puis elle me dit mais non, il faut continuer. Et puis le lendemain matin j'ai une super nouvelle qui fait que let's go. Donc voilà, donc ouais, c'est des personnes. C'est important parce qu'ils ont confiance et parfois on perd confiance. On se dit c'est dur, c'est d'aller convaincre, de répéter les choses, de convaincre les gens de venir avec nous, de soutenir les projets. Sur des partenariats, sur du sponsoring, sur du fundraising, sur la création du projet. Et waouh! Mais c'est beau parce qu'on se dit, on fait quelque chose. Mais c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Et parfois, il faut savoir aussi lâcher prise et ne pas se laisser polluer par tout ce que l'on peut entendre, etc. Parce que oui, on peut changer les choses. Et c'est ce que disait le Dalai Lama, en fait. Si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer, pour faire des choses, c'est comme le Dalai Lama qui dit... si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer les choses, essayez de dormir avec un moustique dans la pièce, qui est tout petit. Donc oui, même si on a l'impression que parfois on est tout petit, etc., si on y va, si on y croit, si on est dans l'action, si on est dans le concret, et si ça a du sens, sincèrement, on peut bouger les lignes. Mais ça demande de l'énergie, ça demande de l'effort, c'est pas de tout repos. Et puis surtout, il ne faut pas laisser tomber, il ne faut pas baisser les bras. Ce qui parfois, on peut se dire, mais non, il ne faut pas baisser les bras. Jamais. Jamais. C'est vraiment de la conviction. Et puis on sait qu'on est dans le juste, dans le sens. Et que moi, c'est ce qui me donne le sourire, c'est de me réveiller le matin en me disant, hier, avec ce que j'ai fait, j'ai donné le sourire j'ai soutenu, j'ai aidé, en tous les cas, une personne peut-être dans le monde. Et ça a peut-être changé sa vie. C'est comme la théorie des sourires. On a tous une bataille, on a tous des batailles. Et on ne sait jamais. Même une personne qui a le sourire, etc., peut avoir de la tristesse, etc. Et il y a cette théorie qui dit que lorsque l'on croise un sourire, lorsque l'on croise une personne, si on lui sourit, cette personne va répondre par un sourire.
Et en fait, cela va donner naissance à 500 sourires. Donc en fait, juste donner un sourire, déjà, c'est aussi un don. Puis ça détend les muscles. Et ça détend les muscles. Merci beaucoup en tout cas Sonia pour ton temps et Merci. partage et comme je dis toujours, l'aventure continue. Et l'aventure continue, exactement.